Ça reste d'actualité. Oui. Voilà, le Parti socialiste s'est décidé. Comme en 2019, sa liste de prétendants députés européens sera conduite par Raphaël Glucksmann pour poursuivre l'héritage social-démocrate de la construction européenne. Les médias s'en félicitent. Leurs pronostics pleuvent. Pour eux, Glucksmann est le nouvel espoir de la gauche. Il va créer la surprise et sauver le Parti socialiste. Il tire 1000 conclusions d'une réussite potentielle à une élection où pourtant quasiment personne ne va voter, qui n'est jamais C'est fou, ça. déterminante et qui est démentie dès l'échéance électorale suivante. Rappelons-nous notamment de Daniel Cohn-Bendit, qui avait fait 16,2% aux européennes. J'allais dire, il est en couple avec Léa Salamé, c'est un peu deux électrons totalement opposés aussi. Non? En 2009 pour Europe Écologie Les Verts. Genre, en fait, ça se voit que Léa Salamé, c'est une libérale qui aime le pouvoir et les jeux de pouvoir, qui aime être mondaine et avoir une petite caution de gauche, en fait. C'est ce milieu-là, en fait. Ça se voit que les deux collent tout à fait, en fait. Léa Salamé, 100%, elle se pense de gauche. Bah oui. C'est la gauche un peu mondaine, libérale. C'est exactement ça, en fait. Qu'ensuite le même parti fasse 2,3% aux présidentielles qui ont suivi. Vu les retours que j'ai, je suis sûr qu'il peut finir à 15%, voire plus. A confié le patron de Fric, Xavier Niel, à propos de Raphaël Glucksmann lors d'un dîner en ville, d'après le journal de droite L'Opinion. Chez Frustration, nous ne sommes pas invités à ces dîners en ville. Dommage. Je dis ça parce qu'elle est libanaise, non? Nous pourrions y dire tout le mal que nous pensons de lui. À chaque fois que j'aperçois Raphaël Glucksmann dans la presse ou à la télévision, je ne peux m'empêcher de voir, à travers lui, son père, le philosophe André Glucksmann, qui fut maoïste dans sa jeunesse avant de devenir sarkozyste et pro-américain. Et de me rappeler ce dernier, en 2003, écumant les plateaux TV pour expliquer à quel point les États-Unis avaient raison de bombarder André, hein. Merci Ariat, merci pour le sub. les Irakiens. Je me souviens aussi de la première phrase incroyable publiée par André Glucksmann dans une tribune dans Le Monde, Vraiment néo-conservateur, hein, c'est fou. Hein. signée à l'époque avec Pascal Bruckner et Romain Goupil, De maoïste à pro-états-unien, là. démarrant par ces mots. Quelle joie de voir le peuple irakien en liesse fêter sa libération et ses libérateurs. Des libérateurs qui tuèrent 100 000 morts. Hein. plus de 100 000 civils et plongèrent la région dans le chaos et la misère qui règne depuis, tout en nourrissant le terrorisme. Un tiers des 40 millions d'Irakiens vivent sous le seuil de pauvreté, alors que la région est l'une des plus grandes réserves de pétrole du monde. Bien sûr, Raphaël Glucksmann ne peut porter la responsabilité des turpitudes de son père. Mais l'a-t-on une seule fois entendu se désolidariser de lui, de ses amis, de ses idées? Au contraire, il aime à dire que tout le monde voudrait que je fasse mon Oedipe, mais je n'en ressens aucun besoin, ni Moi, dans j'y crois, moi, en ce gars. Ça m'a l'air d'être un bon. Il est démocrate européen, écologiste, pro-droit de l'homme. C'est un espoir pour les gens de gauche. J'aime bien l'ironie de mon chat, ça va. ma vie personnelle, C'est de l'ironie, c'est de l'ironie. ni dans ma réflexion intellectuelle. Il le démontra d'ailleurs à l'époque en écrivant plusieurs articles dans la revue Le Meilleur des Mondes, publication néoconservatrice et atlantiste, c'est-à-dire soutenant systématiquement la politique étrangère des États-Unis. Dans la lignée de son père, Raphaël Glucksmann tenta d'organiser la candidature de Bernard Kouchner aux élections présidentielles de 2007, ce qui l'a amené à participer à des réunions du parti d'ultra-droite Alternative Libérale, dont il faillit même être candidat aux élections législatives. Voilà, regarde. Si c'est pas de l'ironie, écoute bien ce passage-là, parce que c'est vraiment ce passage-là qui est très intéressant. Élections présidentielles de 2007, ce qui l'a amené à participer à des réunions du parti d'ultra-droite Alternative Libérale, Ultra-droite. dont il faillit même être candidat aux élections législatives. En fait, c'est quasiment des milléis, quoi. C'est en mode, on va complètement détruire la sécurité sociale, tout le secteur public, il faut le réattribuer au privé. Et puis ensuite, on est européiste. Enfin, on s'en bat les couilles du droit du travail à l'échelle de l'Europe et tout ça. On veut intégrer l'Ukraine, mais on veut intégrer l'Ukraine surtout pour pouvoir délocaliser les usines là-bas. Enfin, Des vidéos le démontrent. Je vais passer la parole à Raphaël Glucksmann, qui sera candidat pour Alternative Libérale. Moi, j'ai toujours été séduit par la philosophie libérale, mais j'ai jamais connu d'engagement militant sur le terrain politique. On va dire que si on arrive en France, dans notre discours, à libérer en quelque sorte le marché du poids de l'État, voilà, libérer le marché du poids de l'État. Hein. Ça veut dire foutre en l'air la sécu, etc. c'est aussi et surtout pour libérer l'État et la politique des forces du marché. Contredisant ses mensonges sur le sujet. Waouh, vous vous rendez compte de la phrase? On va libérer. Attendez, mais la phrase est tellement.
C'est vraiment 1984. Hein. Libérer le marché du poids de l'État. Dans notre discours, à libérer en quelque sorte le marché du poids de l'État, et ben c'est aussi et surtout pour libérer l'État et la politique des forces du marché, mais ça n'a aucun sens. Ça veut dire que on vire là. En fait, c'est vraiment genre, si vous voyez la pipeline, c'est vraiment cette idée que l'État doit se réduire à des fonctions du type la sécurité, l'armée, etc. Et que le reste, c'est le marché. En fait, c'est ça que ça veut dire, d'un point de vue sous-jacent. C'est une idée anarchape, en fait. Une idée anarchiste capitaliste, presque. En mode, le marché doit s'occuper de tous les secteurs sociaux, et bonne chance. Voire même, tu peux même rentrer dans, je sais pas, dans des trucs en mode faire sa défense privée, etc., etc. Par contre, oui, dans tout ce qui va être secteur militaire, secteur sécuritaire, ça sera l'État, tu vois. En fait, il faut identifier ce que pour lui, là, ce qu'il ne dit pas, c'est à quel rôle l'État devrait se limiter. Parce que s'il faut que le marché soit libéré de l'État, ça veut dire qu'il veut enlever certains rôles à l'État et limiter le rôle de l'État à certaines choses et pas d'autres. C'est ça que veut dire son discours. C'est ça qui est dangereux. Ça veut dire qu'il s'attaque au service public, en fait. Et surtout, pour libérer... Donc c'est ça, la gauche, pour laquelle je sais pas, certains ont l'air d'être un peu séduits, là. C'est ça. L'État et la politique des forces du marché. Minarchiste, bah ouais, hein. Minarchiste, hein. Quel nom de merde. C'est un peu ça, en vrai, c'est ça. Sur le sujet. J'ai jamais été candidat à la moindre élection avant d'avoir été candidat en 2019 pour Place Publique et les élections européennes. Kouchner, de sinistre mémoire, va-t-en-guerre pro-américain, payé par Total pour blanchir la multinationale des... Donc ça, c'est ce qui aurait dû être le candidat de truc libéral, là. Comment ça s'appelle ? Alternative libérale, c'est ça. Donc Kouchner. Accusation de travail forcé en Birmanie, deviendra finalement ministre de Nicolas Sarkozy, ce qui fut loin de déplaire à Raphaël Glucksmann. Il avait lui-même assisté à un meeting de sa campagne présidentielle. En 2007, impossible pourtant d'ignorer ce qu'était Sarkozy jusqu'alors, ministre de l'Intérieur s'attaquant continuellement à nos libertés publiques, organisant notamment le fichage génétique des faucheurs d'OGM et des étudiants en grève, et stigmatisant les immigrés à longueur de journaux télévisés. L'ancien président du mouvement Alternative Libérale, Édouard Philias, dont le but premier était de supprimer la sécurité sociale, garde un excellent souvenir. Dire que ma mère voulait voter Glucksmann. Vraiment, moi je pense que le meilleur angle pour expliquer aux gens pourquoi faut pas voter Glucksmann, c'est d'expliquer qu'il veut démonter la sécu. Vraiment, je pense que c'est ça. Parce que sur le côté pro-européen et pro-américain, c'est dur un peu. Parce que dans la population générale, un peu normie, les gens ils sont en mode « Bah oui, mais bon, on porte des jeans, on regarde des films hollywoodiens, donc être pro-américain, ça va de soi un peu, tu vois. » Je peux comprendre que chez les normies, on se questionne pas facilement sur l'anti-impérialisme ou des choses comme ça. C'est dur, c'est une pensée qui vient beaucoup plus tard chez des militants, voire même des militants très politisés à gauche peuvent mettre du temps eux-mêmes à avoir des angles anti-impérialistes qui se développent. Et c'est quelque chose même de récent dans la politisation chez nous. Par contre, oui, la sécurité sociale, là, ça touche tout le monde. À moins de faire face à des grands bourgeois, à moins de faire face à des bourgeois, des gens qui comprennent, enfin, qui ont les moyens de se payer des assurances, des machins, et qui du coup sont pas, qui vont tenir un discours sur l'assistanat et compagnie. Je pense que la bonne façon de le défendre, c'est de parler de sécurité sociale. Tu es plutôt anti-Europe ? Moi, je suis pas contre les alliances. Moi, en fait, je pars du principe que même vis-à-vis de mon côté marxiste, même si tu veux avoir des sociétés, non pas de dictature du prolétariat, j'irai pas jusque-là non plus, mais des sociétés horizontales en quelque sorte en termes de pouvoir, où on renationalise, où on a des fonctionnements par caisse, voilà. Le problème, c'est que tu as tout le marché qui peut être contre toi très facilement. Donc, dans tous les cas, tu dois faire des alliances. Et dans tous les cas, tu dois créer des pôles économiques différents. Tu dois résister à l'excommunication capitaliste. Parce que c'est ça qui va se passer. En fait, c'est ça qui est fascinant. C'est que, rappelez-vous, quand Vieuxmann parlait des Qatars, le truc, la dimension sociale que je précisais beaucoup, c'est que le pouvoir qu'avait l'Église, c'était d'excommunier des villages entiers, parfois, des villes et des villages entiers. Et quand tu étais excommunié, alors première chose, les gens étaient très, très croyants à l'époque, donc évidemment, ils avaient peur du courroux divin d'avoir été excommunié par un évêque. Mais deuxième chose, et c'était surtout ça la dimension la plus importante, comme à toute époque,
soyons marxistes, c'est la dimension économique. C'est que quand on est excommunié, on n'a plus le droit de faire partie de la communauté de marché, de la communauté d'échange qui avait lieu à l'époque. Et les Cathares, précisément, c'est un foyer où l'émergence de plein de petites sectes, qu'on a ensuite regroupées sous le nom de Cathares avec les bons hommes et tout ça, a permis à ce que la population locale ait beaucoup moins peur de se retrouver excommuniée ou en mauvaise grâce vis-à-vis des autorités chrétiennes. Donc c'est-à-dire que quand tu crées des unions régionales, à l'époque c'est ça, hein, c'est comme des petits pays en fait qui s'allient entre eux, des petites régions, parce que les réseaux de transport et de communication sont beaucoup plus réduits en fait. C'est tout un pays, c'est toute une région du monde, assez riche hein, à l'époque les Cathares. Et ben, se constituent spirituellement et économiquement des réseaux qui résistent à cette pression que les chrétiens peuvent faire. Et ben, c'est souhaitable en fait, en quelque sorte. C'est souhaitable. Et donc, là où moi je suis pas, c'est pas que je suis contre l'Europe, je suis contre l'Europe telle qu'elle est. Je suis contre l'Europe ultralibérale, je suis contre l'Europe et sa banque européenne, je suis contre aussi la logique du FMI, enfin, je suis contre tout ça en fait. Je suis contre le dollar américain et la puissance qu'il a. Je suis contre ces choses-là. Par contre, je suis pas contre une Europe sociale. Je suis pas contre l'alliance de pays européens sur la base d'un programme social, sur la base d'un programme pour sortir du capitalisme, pour le réformer, voire même foncièrement anticapitaliste, étape par étape, parce que c'est pas quelque chose qu'on pourra faire du jour au lendemain. La pression est trop grande. Mais voilà. Je veux dire, si demain Mélenchon arrivait au pouvoir, il a des alliés en Europe. Il peut travailler avec l'Espagne potentiellement. Il peut travailler avec certaines forces. Voilà quoi. Donc oui. Voilà. Je pense juste que actuellement, il faut sortir de l'Europe et que l'alliance avec d'autres forces se fera sûrement aussi en dehors de l'Europe. C'est pour ça que j'ai un peu des doutes sur l'angle France-Afrique plutôt francophone de Mélenchon. C'est-à-dire que là où Mélenchon, il entretient encore une relation un peu de vassal culturel avec des pays ex-colonisés, comme le Burkina Faso qui porte beaucoup dans son cœur et tout ça, parce que Thomas Sankara, etc. Mais là où il tient encore cette relation, moi je peux voir comment Mélenchon se soucie du fait de pouvoir accéder au pouvoir et tisser des réseaux rapidement de solidarité économique dans une perspective potentiellement anticapitaliste. Donc je comprends son angle, en même temps je comprends le fait qu'on puisse dire que effectivement c'est quand même comment dire, c'est quand même il y a un imaginaire colonial qui demeure là-dedans, mais bon, bref, on verra bien de toute façon. Faire des plans sur la comète, voilà quoi. Déjà, essayons de voir comment se passe l'élection qui arrive et on verra. Du charisme de Raphaël, de son exceptionnelle aisance sociale et intellectuelle, dû probablement à son milieu, comme il l'explique à France Info. Il est lumineux, passionné, avec une forme de détachement et d'élégance. Précise quant à lui Bernard-Henri Lévy dans un article du Monde. Ce détachement bourgeois revient beaucoup dans les descriptions de Raphaël Glucksmann dans les innombrables articles le concernant. Il a eu un parcours classique de bourgeois qui lui autorise ce pseudo-romantisme. Après le lycée Henri IV et Sciences Po Paris, il réalise ses documentaires, crée une société de communication, dirige brièvement un magazine littéraire. Il navigue professionnellement au gré de ses envies. Attends, son magazine s'appelait Magazine ? Il dirige brièvement un magazine littéraire. Magazine littéraire. Le truc s'appelait juste Magazine... Ah oui, le nouveau magazine littéraire. Ok. Il navigue professionnellement au gré de ses envies. Quand des journalistes du Monde lui demandent quel est finalement son métier, il répond « C'est la pire question pour moi. J'ai toujours été porté par les décisions de l'instant. » Éternel luxe bourgeois de la liberté. Oui. On pourra Quel enfer. nous rétorquer qu'on a le droit de changer, d'évoluer avec le temps, de sortir peu à peu de son aveuglement. Alors c'est soit une réponse de grand bourgeois qui peut globalement soit ne rien foutre, soit foutre plein de petites choses différentes et avoir des responsabilités dans plein de trucs différents et ne pas faire grand-chose, soit la réponse de quelqu'un au RSA qui de temps en temps va filer un coup de main dans une asso et puis voilà quoi. Enfin, c'est... Que le Glucksmann d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. En réalité, il n'a quasiment pas changé. Devenu depuis 2019 député européen soutenu par le Parti Socialiste, avec d'ailleurs un très mauvais score, contrairement à ce que prévoyaient déjà les médias à l'époque, Ouais, super.
Il a toujours l'air de beaucoup aimer la guerre. Regardez, ça me fascine, sa réaction. Un très mauvais score, contrairement à ce que prévoyaient déjà les médias à l'époque. Regarde, c'est fascinant. Hein. Fascinant parce que les gens applaudissent et lui, il est toujours dans cette posture de j'ai pas bien entendu, je regarde, j'ai pas bien vu. Il a toujours l'air de beaucoup aimer la guerre. En tout cas, le nettoyage ethnique mené actuellement par Israël en Palestine ne semble pas lui poser de gros problèmes, si l'on observe ses votes au Parlement européen lors du débat sur une résolution datant du 19 octobre. Il a voté contre les amendements condamnant les exactions d'Israël à Gaza. La députée LFI Alma Dufour et la juriste franco-palestinienne Rima Hassan ont détaillé ses votes sur Instagram. Oui. Il s'est prononcé notamment contre la reconnaissance des actes de guerre israéliens et du nombre de victimes palestiniennes. Et vous comprenez pourquoi il se fait virer d'une manif. Hein. C'est pour ça que je voulais revoir l'épisode. Hein. Enfin, je pensais voilà. Mais je savais qu'il y avait ça, mais... Et contre... C'est hyper important de voir ça. Ça comprend aussi pourquoi tu le dégages d'une manif où en ce moment, dans le contexte, ça occupe des facs. Et le 1er mai, là, c'était ambiance palestinienne aussi, quoi. La reconnaissance, selon les mots du secrétaire national de l'ONU, du fait que les violences ne sont pas survenues dans le vide, mais sont le fruit d'un conflit et d'une occupation de longue date sans perspective d'issue politique. La ligne de Glucksmann est en fait parfaitement claire. Il se situe toujours dans le sens des États-Unis. Il écrit des milliers de lignes sur Poutine, ce qui est justifié, mais dit beaucoup moins de mots des autres régimes autoritaires alliés des Américains, Arabie Saoudite, Turquie, Qatar, etc. Oui. Et siégé dans le groupe d'Eva Kaili, ancienne vice-présidente du Parlement européen, chez qui on a retrouvé 900 000 € en liquide versés par le Qatar, ne semble pas non plus le perturber. Ce qui guide aussi l'action de Raphaël Glucksmann, c'est son européisme. Il souhaite par exemple à tout prix l'élargissement de l'Union européenne, sans prendre en compte ses impacts sociaux. Si vous votez pour nous, impacts sociaux et militaires, ouais. Soutiendrons l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Si vous êtes farouchement hostile à cette adhésion, je vous propose de voter pour la liste du... Pourquoi c'est un problème social ? Rappel, c'est un problème social parce que dans cette logique d'intégration de certains pays au sein de l'Europe, il n'y a pas de protection sociale garantie vis-à-vis du marché européen. En gros, si jamais demain, c'est plus intéressant de produire tel truc en Ukraine, d'un coup, les entreprises françaises, elles vont pouvoir délocaliser en Ukraine. Alors déjà, elles délocalisent dans d'autres pays, mais au sein du marché européen, c'est la même chose. Ou alors, au niveau des exportations. Par exemple, le poulet, ou par exemple le céréal, ou des choses comme ça. On dit que l'Ukraine, c'est un peu un grenier. Bah, demain, il est tout à fait possible que certains agriculteurs se retrouvent en concurrence absolument injuste avec des agriculteurs ukrainiens qui se retrouvent sur le marché. Parce que c'est toujours un nivellement par le bas. C'est un nivellement par le bas parce que, rappel des bases de marxistes, ce qui intéresse toujours, notamment dans l'adhésion de l'Ukraine au marché européen, ce qui intéresse toujours des capitalistes, c'est de produire au plus bas coût, c'est de faire le maximum de plus-value. Et donc, quand tu as un salaire minimum aussi bas en Ukraine, eh ben, c'est facile en fait. Tu t'en bats les couilles des agriculteurs français, des agriculteurs allemands ou anglais. Non, tu vas juste te fournir à l'Ukraine. Tu vas remplir tes marchés de céréales ukrainiens. Et ça va être tout à fait légal. Parce que ce pays sera intégré sans protection sociale garantie au sein de l'Europe. Voilà le problème en fait. Moi, je suis pas pour. En fait, je suis pas contre. Voilà, c'est là où je suis pas contre l'idée européenne. C'est que si jamais l'Europe, par exemple, on peut imaginer fonctionner sur la base d'un protectionnisme social, eh ben en fait, on nivellerait pas par le bas le fait d'intégrer au marché les Ukrainiens. Au contraire, on nivellerait par le haut parce qu'on forcerait l'Ukraine à augmenter le revenu de ses habitants. Pourquoi ? Parce que on le forcerait à s'adapter à une moyenne, qui serait aussi une moyenne qui serait établie sur notre propre marché à nous. Alors ça serait difficile à faire d'un coup, c'est pour ça que la transition serait un peu compliquée, mais ça forcerait le niveau de vie de l'Ukraine d'augmenter, ça serait une garantie, et ça serait pas juste une concurrence par le bas en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça le danger en fait, c'est ça ce que ça sous-tend. Un Glucksmann, là, il y a eu les agriculteurs qui ont gueulé. Un Glucksmann est clairement l'ennemi des agriculteurs, par exemple. En fait, on est aussi désordonné que les USA. C'est un élément central de l'Europe maastrichtienne, c'est tout. Ouais. La messe est dite. Le débat est clos.
les délocalisations, les milliers d'emplois... Alors bien évidemment, au bout d'un moment, quand bien même t'intégrerais l'Ukraine, le niveau de vie ukrainien augmenterait. Parce que si d'un coup on se reporte sur l'Ukraine, notamment pour acheter des céréales, bah le coût des céréales, l'offre et la demande. Si l'Ukraine et les Ukrainiens identifient qu'il y a une demande, bah ils vont augmenter le prix de l'offre. Mais ils vont toujours rester à un seuil qui est inférieur à d'autres pays, parce que sinon on leur achète plus à eux et on trouvera un autre endroit où aller délocaliser et aller chercher l'exportation de céréales. Donc ça augmentera le niveau de vie des Ukrainiens, mais globalement ça leur permettra pas d'atteindre une moyenne. Ça sera toujours inégal en fait. Et ça sera toujours au détriment à la fois des Ukrainiens et à la fois des couches populaires françaises qui sont mises en concurrence avec les Ukrainiens dans leurs fonctions. Est-ce que la vraie gauche, c'est pas finalement la fausse gauche quand elle nous baratine? Alors soit, vas-y, explique. Détruit en France à cause des élargissements successifs. Ça ne parle pas à Raphaël Glucksmann. Et si vous osez l'évoquer, vous faites le jeu du Rassemblement national. Rappelons qu'en Ukraine, tous les partis de gauche sont interdits, mais cela aussi, Glucksmann s'en fout. Sa vision de l'Europe, c'est celle de l'ancien ministre et président de la Commission européenne Jacques Delors, à qui il dresse des éloges en revendiquant son héritage. Delors, c'est celui qui, parmi de multiples méfaits, a mis fin à l'indexation des salaires sur l'inflation au début. Attends, quoi? Hors sujet, mais les bâtards, ils vont virer Guillaume Meurice? Attendez, c'est important comme info, ça. À propos de la liberté d'expression, chères auditrices, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne participerai pas aux 2 prochaines émissions Le Grand Dimanche sur France Inter. Pour des raisons indépendantes de la volonté de la direction de Radio France, je suis convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une rupture anticipée de mon contrat. Il m'est intimé l'ordre de cesser toute activité professionnelle à Radio France et de ne pas me présenter à mon poste de travail avant le dit entretien. Aïe aïe aïe. Le bouquin n'a pas plu, hein. Le bouquin n'a pas plu. Zawalik ? Ah, pour que Guillaume Meurice s'adapte au ton Zawaprod, on en est encore loin, mais pourquoi pas. Ouais, ça fait bader, hein. Ça fait bader. Alors qu'il est revenu sur ses explications et tout. Enfin, c'est badé, ouais. Oui. Des années 80, a massivement financiarisé l'économie française et a, avec l'acte unique européen dont il fut l'un des Wissam va le former. Allez, let's go. Plus farouches défenseurs et contributeurs, gravé dans le marbre le caractère néolibéral de la construction européenne. Tout cela va très bien au camarade Glucksmann, car la question sociale ne l'a jamais passionné. Enfin, je suis de mauvaise foi, il s'y met tranquillement. Auparavant, dit-il, il avait zappé complètement la question. Go l'accueillir chez Zawa, c'est un camarade. En vrai, ça ouvrirait beaucoup de portes, hein. Mais après, est-ce que ça s'entendrait bien pour autant? Je sais pas. Sociale. Manifester pour les retraites, ça ne l'avait jamais fait. Mais oui, il a aussi assez les moyens pour s'en sortir sans Zawaprod, hein. Puis c'est pas l'esprit Zawaprod, enfin c'est... Bref. Vibrer, On verra, disait-il. On peut le comprendre. Ce qu'il faisait vibrer entre 2009 et 2013, c'était de conseiller l'ancien président géorgien ultralibéral Mikhail Saakashvili, qui, durant cette période, supprima le salaire minimum, licencia des dizaines de milliers de fonctionnaires et diminua fortement les impôts des entreprises et des actionnaires. Dès 2008, Raphaël Glucksmann parlait avec grandiloquence de Saakashvili. Certes, Saakashvili n'est pas Gandhi, mais sous son impulsion, la Géorgie a changé de visage. La corruption a été presque réduite à néant. Les journalistes étrangers y jouissent d'une liberté. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on dit que Glucksmann est un agent de la CIA? Je pense que c'est un peu complotiste. Après, je pense que ça peut s'expliquer sur l'angle de... C'est dans les intérêts des États-Unis que vis-à-vis de la stratégie européenne d'ouvrir des marchés, comme notamment en Ukraine, ou notamment dans son conseil pour la stratégie de la Géorgie, vis-à-vis du fait d'augmenter... En fait, c'est ce que je disais pour l'Ukraine. Lis le message. Attendez, je vais le dire à la fin du message. La corruption a été presque réduite à néant. Les journalistes étrangers y jouissent d'une liberté totale. Les élections s'y déroulent sous le contrôle des organisations internationales. L'économie décolle sans rente pétrolière. Le gouvernement est formé de jeunes gens dont la double nationalité américaine, anglaise ou israélienne fait ressembler Tbilissi à une Babel occidentale plantée au cœur du Caucase. Oui, voilà, c'est ça. En gros... Parce que ce que j'expliquais sur l'Ukraine, c'est que si t'intègres purement et simplement l'Ukraine sans protection sociale, Moufette, fallait faire 2 miniens. Je te l'ai dit en DM,
Mais j'en ai fait une, Létard. Tu m'as dit que tu savais pas dans quel ordre c'était. Bah là, maintenant tu sais, vu qu'il y a une Minia. Attends, pourquoi on m'a dit un truc sur... Attends. Je regarde vite fait mon Discord. Stop ghosté par pitié. Bah oui, mais je suis en live, gros, je dois live. Sur la Minia... Non, mais c'est pas grave, on sort ça en premier. On sortira le reste demain, Létard. J'avais pas vu, désolé. Bah oui. Ce soir, après mon stream, Létard, je fais l'autre Minia. Et comme ça, vous avez un truc pour demain. Ça, c'est pas prêt. Ah ouais, mais putain. Ouais, mais faut être clair sur ce qu'on fait, en fait. Bon, bref. Go faire ça, oui. Létard, c'est ton boss. Bah, je travaille avec Létard. Je fais les miniatures de Létard. Elle travaille, c'est une dinguerie. Mais non, mais c'est... Bref, on s'est mal entendu. Y a rien, les gens. Désolé, les gens, à plus. Oui, voilà, bref. Parce que je vois pas mes messages Discord en live, donc... Bref. Où est-ce que j'en étais? Oui, sur Glucksmann. Pourquoi il y aurait cette idée un peu d'agent de la CIA? En fait, ce qui est sexy pour un pays comme l'Ukraine, c'est que, étant un pays avec un niveau de vie moins élevé, quand tu l'intègres comme ça dans l'Europe, forcément son niveau de vie va augmenter parce qu'il entre en concurrence avec des acteurs européens. C'est ce que j'ai dit vis-à-vis, par exemple, des agriculteurs français qui entrent en concurrence directe avec des agriculteurs ukrainiens si les Ukrainiens se mettent à join la game européenne. Bah, c'est pareil globalement pour tout un tas de pays. Il y a tout un tas de pays qui sont intéressés par le fait d'être dans cette sphère occidentale, d'avoir des liens commerciaux avec l'Occident. Et l'Occident, pour les capitalistes occidentaux, c'est aussi une mise en concurrence vis-à-vis de certains pôles d'exportation avec leurs propres producteurs chez eux ou alors dans d'autres pays. Voilà. Parce que les capitalistes ne veulent pas de protectionnisme social chez eux et que on fait du profit partout dans le monde. Enfin voilà, vous connaissez un peu. Donc cette idée un peu d'agent du CIA, c'est que c'est dans les intérêts américains de... En fait, ces pays-là ont tout à y gagner. Mais par contre, c'est une déstabilisation régionale immense, en fait. Parce que du coup, c'est plus un pays qui fait du commerce et qui a des intérêts avec des pays voisins avec lui-même. C'est un pays qui fait commerce et qui a des intérêts avec un acteur impérialiste comme les Américains. Avec un acteur quasiment extérieur. Ça veut dire que tu peux te retrouver avec un pays qui est intéressé par l'idée d'avoir des liens avec l'Amérique, potentiellement des bases militaires et puis du commerce, etc. Et alors que des fois, c'est un pays qui est isolé diplomatiquement avec les autres qui sont autour de lui-même, quoi. Bref. C'est tonton Youssef qui le dit, c'est un agent de la CIA, OMG. Mais après, je comprends qu'on dise ça, en fait. Je comprends qu'on dise ça. Je comprends, en fait. Parce que c'est un agent déstabilisateur, en fait. Et n'oublions pas que c'est quelqu'un de très belliqueux. Rappelle que intégrer l'Ukraine dans l'Europe, c'est précisément ce qui rend complètement fou Poutine. Hein. Après, je n'irai pas jusqu'à brosser Poutine dans le sens du poil et dire qu'il a raison d'envahir l'Ukraine. Non. Mais Poutine marque un point en disant qu'il y avait quand même un pacte latent avec les puissances européennes, c'est que y a une certaine zone tampon à respecter avec des pays qui faisaient partie de l'URSS avant, en fait. Parce que sinon, c'est hostile. Du point de vue économique, c'est très hostile. Avec des pays ex-soviétiques. Bref. Pour moi, Gluglu, le CIA Boy, c'est une info vérifiée et fiable désormais. Ok. Il soutenait un minimal processus, c'est-à-dire que c'est un agent de la CIA plus une complicité de vue. Bah écoutez, si vous avez vos sources, ça serait pas étonnant. Ça ne serait pas étonnant, en effet. La réalité du règne de Saakashvili. Source t'inquiète, frère. Bah après, c'est Youssef Boussouma, hein. Des fois, il dit des grandes choses comme ça, mais bon, c'est Youssef Boussouma, donc c'est tout... Ça mérite quand même de l'entendre un peu, quoi. L'info me plaît, donc elle est vraie. En vrai, l'info me plaît aussi un peu. Pendant que Glucksmann le conseillait, et qu'il était marié à sa ministre de l'Intérieur, est dramatique. Corruption, torture sur les prisonniers.
Saakashvili moisit désormais dans les geôles géorgiennes, condamné pour abus de pouvoir, et en particulier pour avoir organisé la répression féroce des manifestations de 2007. En France, le sort de la population continue à indifférer Glucksmann. Pendant les Gilets jaunes, les réformes des retraites, bref, tous les grands moments de mobilisation sociale, on l'a très peu entendu. Il est ainsi loin d'être surprenant que le PS se rallie une fois de plus à lui. Rappelons que ce parti est dirigé par Olivier Faure, ancien dirigeant d'entreprise, qui ne faisait pas partie des frondeurs du PS sous Hollande et avait défendu la loi travail. Pour résumer, Glucksmann est adoubé par tous les gens qui se prétendent de gauche sans l'être. Cela va jusqu'à l'infâme Daniel Cohn-Bendit. La classe dominante a besoin régulièrement de recycler la social-démocratie, de mettre en avant des personnages inoffensifs pour elle et qui continueront à défendre ses intérêts. Des opportunistes ou des gens qui le deviennent, car le système électoral et les institutions bourgeoises sont organisés pour cela. Le dialogue récent entre François... Vu le méfiant sur les gilets jaunes au départ aussi, tout le monde était un peu méfiant au départ en vrai. Parce que c'est le peuple et que c'est le peuple dans aussi une forme de confusion. Ruffin et Raphaël Glucksmann a été beaucoup médiatisé. L'intérêt de ce débat... C'est comme les agriculteurs quoi. Genre les agriculteurs, on peut être un peu méfiant quand on voit qu'au final... eux-mêmes n'arrivent pas forcément à s'y retrouver dans la dimension géopolitique de ce qu'ils demandent en fait. Et ils arrivent à se faire récupérer par une extrême droite qui veut leur enlever des normes, alors précisément que c'est les normes qui les défendent. C'est précisément ces normes qui évitent justement qu'ils soient en concurrence avec des Ukrainiens, comme je disais. Sur le fond et la qualité des interpellations de Ruffin... Peur d'un mouvement poujadiste, bah ouais. Même s'il ignore volontairement certains sujets centraux comme le nettoyage ethnique en Palestine, ne doit pas faire oublier les buts qu'il sert. Si les médias apprécient tant cette discussion, c'est qu'elle se fait de manière courtoise, apaisée, et qu'elle permet d'invisibiliser Jean-Luc Mélenchon. Quoi qu'on pense de lui, et nous avons souvent critiqué certaines de ses tactiques politiques chez Frustration, les idées que ce dernier met en avant, que ce soit en soutien aux Palestiniens, ou dans les propositions radicales de transformation de la société qu'il défend, sont dangereuses pour les bourgeois, qui adoreraient revenir au bon vieux temps où la gauche libérale dominait le débat politique. Ouais. Contrairement à ce qu'a... Surtout les pauvres. En fait, toute cette petite gauche mondaine, elle a envie de pouvoir continuer à se prétendre mondaine. Ça les fait chier de finir par ne traîner qu'avec des macronistes, des macrono-lepénistes. Ça les fait chier. Moi, je comprends qu'ils essayent de mener une dernière petite guerre pour essayer de choper un dernier candidat, pour leur donner l'impression d'avoir une dernière petite caution de gauche. Enfin, bref. Affirme Ruffin, dans son échange avec Glucksmann, où il critique la gauche radicale qui fait tout pour effrayer, il y a bien deux gauches irréconciliables dans ce pays. Ou plutôt, des idées, des forces, des engagements de gauche, et d'autres qui ne le sont pas, mais qui prétendent l'être pour des raisons électoralistes et financières. Notre camp n'a pas besoin de dialoguer avec Raphaël Glucksmann. Son futur score aux élections européennes doit nous indifférer. Faire reculer Macron, pied à pied, centimètre par centimètre, partout où c'est possible, est la seule tâche qui doit nous occuper. Pour cela, nul besoin de se réconcilier avec Raphaël Glucksmann ou ses futurs clones. Ouais. Ah, parce que c'est juste un clone. Hein. Après, on verra. Prochain épisode à l'élection européenne.